autour du travail avant 18 ans, qui est une question récurrente. Avant de se lancer, pour rappel, ces webconférences, cette 5e et dernière webconférence, a lieu dans le cadre de notre forum Trouver un job d'été en Normandie, donc qui a lieu du 12 avril jusqu'au 21, donc aujourd'hui. Donc il est encore possible de postuler à travers le forum que vous trouvez sur le site salon en ligne Pôle emploi. D'ailleurs, si vous êtes présent, si vous êtes passé par ce site et par ce forum, donc n'hésitez pas à continuer à y faire un tour si vous n'avez pas pu voir toutes les offres qui vous sont proposées. Donc cette webconférence sur le travail avant 18 ans que l'on va mener pendant une heure, peut-être que le timing est un peu large, je pense que voilà, on va aborder certains sujets et puis ensuite en fonction de vos questions, de vos remarques ou des échanges que l'on peut avoir, voilà, on pourra s'étendre un petit peu, mais l'idée c'est de vous présenter un peu les secteurs spécifiques, s'il est déjà possible de travailler avant 18 ans et puis quelles alternatives en fonction de ce que vous recherchez. Pour cette conférence, m'accompagne Nicolas Breler, conseiller dédié aux entreprises à Pôle emploi, c'est bien ça? C'est ça, oui. Bonjour. Et Karine Denet, que on a déjà vu sur d'autres webconférences également, en charge de l'action Job d'été pour le CRIJ Normandie et cette année parmi d'autres fonctions que tu peux occuper. Bonjour à tous et à toutes. Bien, alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, une question, pour pas tourner autour du pot, la question que je souhaitais poser en premier, c'était de savoir s'il était possible, s'il était légal et possible de travailler avant 18 ans. Alors oui, légalement, il est possible de travailler avant 18 ans. En termes de droit du travail, dès 16 ans, le travail est autorisé à certaines conditions malgré tout. Et même dans certains cas, il peut être possible de travailler dès 14 ans. Ça, c'est ce que déclare le droit. Dans la réalité, beaucoup de recrutements ont plutôt lieu pour des personnes majeures, mais légalement, il est possible de travailler dès ces âges-là. Donc sur cette première question, on est bien d'accord, avant 18 ans, il est possible légalement de travailler. Commence à apporter une petite nuance entre ce que le droit permet et la réalité de l'emploi. Est-ce qu'on peut identifier quelques secteurs déjà qui peuvent recruter? Parce que je suppose que tous ne peuvent pas recruter avant 18 ans. Est-ce qu'il y a certains secteurs qui acceptent justement des mineurs sur leur poste? En termes de secteur professionnel qui accueille plus facilement des personnes mineures, on peut parler par exemple du secteur de l'animation, où il est possible de préparer par exemple le BAFA, qui est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, dès l'âge de 17 ans. Donc potentiellement, on peut être en situation d'activité en responsabilité à partir de 17 ans, une fois qu'on est titulaire de ce brevet. On sait aussi que dans des secteurs autour de l'aide à la personne, type du babysitting, des emplois autour de l'aide et du soutien des personnes pour les courses, du ménage, des services de l'aide à la personne de manière générale, on peut, dans certains cas, trouver des postes qui soient accessibles avant 18 ans. Ce qui complique souvent les choses à cet âge-là, c'est les questions de mobilité. Parce que pour un certain nombre d'emplois, il faut pouvoir se déplacer à des horaires ou dans des lieux qui ne sont pas forcément systématiquement accessibles en transport en commun. Donc, il faut pouvoir avoir son propre moyen de déplacement, quelquefois la voiture. Dans d'autres cas, ça peut être le vélo, le scooter, voilà, si les distances sont moins importantes. Mais malgré tout, ça peut être un frein supplémentaire et donc du coup ça peut faire en sorte que certains postes qui légalement pourraient être ouverts à des mineurs ne le sont pas forcément très accessibles pour ces questions-là. Autre secteur qui recrute aussi assez régulièrement des mineurs, c'est le secteur agricole. Il n'y a pas forcément de critères d'âge spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que
concernant l'emploi des mineurs, l'une des contraintes majeures, ça va être la difficulté du poste. Par exemple, le port de charges lourdes est interdit pour les personnes de moins de 18 ans. Les emplois dans des débits de boissons est également interdit pour les jeunes n'ayant pas 18 ans. Donc ça peut être des freins supplémentaires pour pouvoir accéder à certains secteurs. Oui, on imagine qu'il y a certains employeurs peut-être qui, au vu de ces restrictions, même s'ils le pourraient, ne prennent pas de mineurs et voilà, sur une pile de CV qui comporterait des majeurs et quelques mineurs, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, ça demande peut-être une adaptation. Est-ce que, je vais me tourner vers vous, hein, Nicolas, par rapport aux offres d'emploi qui sont proposées, est-ce que certains indiquent mineurs acceptés ou font cette démarche-là, même si on voit qu'il y a des offres et des secteurs qui le permettent? Est-ce qu'il y a des indications particulières de la part des employeurs? Alors, comme on l'a évoqué, d'un point de vue législation du travail, on peut travailler à partir de 16 ans. Donc, dans la diffusion d'offres, et plus spécifiquement les offres que l'on diffuse dans le cadre du salon en ligne, il n'y a pas cette notion d'âge minimum. Peuvent postuler des candidats dès lors qu'ils ont 16 ans. Dans les faits, effectivement, on constate que certains employeurs vont avoir comme premier critère, on va dire, l'âge. Mais en termes de diffusion d'offres et de possibilités de candidater, il n'y a pas de notion d'âge. L'âge étant, s'il était appliqué quelque part, un caractère discriminant. Et donc dans la diffusion d'offres, il ne doit pas y avoir de mention discriminante. Hors emploi spécifique, où là, il nécessite effectivement, pour des raisons diverses et variées, d'avoir 18 ans ou plus. Mais en termes de diffusion d'offres, les employeurs ne font pas part, en tout cas, de cette notion d'âge. Pour ce que l'on évoquait quant au secteur d'activité, donc on les a essentiellement balayés là, l'agriculture, l'animation. Ce qu'il faut essayer de privilégier pour ceux d'entre vous qui nous regardez qui n'avaient pas de moyens de locomotion, c'est surtout de jouer sur la proximité. Essayer de chercher, de prospecter sur un petit périmètre autour de votre domicile qui vous permet de vous déplacer assez facilement en transport en commun et de ne pas être dépendant par exemple, de la voiture d'un parent ou voilà, essayer de cibler par rapport à votre secteur de résidence. Oui, c'est la question que j'allais poser. Alors c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que peut-être que déjà, on se met des barrières en se disant « Ah ben, je ne peux pas postuler avant 18 ans ». Alors, il faut se dire que c'est totalement faisable et en prenant en compte les critères que vous avez évoqués juste avant, c'est effectivement de dire à l'employeur « Bah, je suis en proximité, c'est totalement possible pour moi, je peux me rendre disponible, etc. » Et donc de faire ces candidatures-là et puis de voir ce qui se passe sans se dire bon bah de toute façon j'irai pas. Forcément si on ne candidate pas on n'aura pas de retour et d'opportunités d'emploi. Donc il faut d'ores et déjà faire cette démarche-là. Et puis en termes d'expérience, ça peut être extrêmement formateur de déjà se positionner sur la réflexion autour d'une offre d'emploi, de créer un CV, de créer une lettre de motivation qui est peut-être des fois la première fois qu'on se penche sur ce document qui va nous permettre de nous présenter. Donc c'est extrêmement formateur de le faire dès maintenant au final. Effectivement, c'est une démarche que de toute façon il faudra dans la plupart des cas reproduire. Plutôt on s'inscrit dans cette démarche-là, on cherche, on s'arme d'outils de recherche ou d'outils de prospection, mieux c'est en fait. Mieux on est outillé pour la suite des recherches. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire le plus tôt possible et ne pas se poser de barrières. Le tout étant de savoir effectivement valoriser sa candidature. Comme vous l'avez dit, Samuel, c'est-à-dire invoquer sa motivation, invoquer la proximité avec le lieu de travail, la zone géographique de travail, et puis la réactivité qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est sur les emplois d'été, les recruteurs, on l'a déjà dit dans d'autres conférences, les recruteurs recherchent des personnalités
recherche des savoir-être, et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Si on est motivé, si on est réactif et qu'on est à proximité de la zone de travail, il ne faut pas se mettre de barrière, et je pense qu'il faut foncer, il faut candidater. Oui, c'est important de véhiculer ce message pour effectivement déjà ôter les freins que vous qui nous regardez, donc que le jeune peut avoir avant de se lancer justement sur ces offres d'emploi. Et puis, ça sera extrêmement formateur, même si la candidature n'est pas retenue, et ce qui peut arriver dans de nombreuses situations. Mais cet exercice et ce travail alors pas d'introspection, mais de se dire voilà, qu'est-ce que je peux apporter à une entreprise, quelles compétences je peux mettre en avant, je sais que je peux faire telle ou telle mission, et bien je candidate et puis j'essaie de faire ce lien avec l'offre de mission. On a dit qu'on pouvait insister sur les critères de proximité, sur les critères de mobilité, de savoir-être. Comment on peut essayer également de mobiliser son entourage ou peut-être même ses réseaux sociaux ou Internet de manière générale pour justement orienter vers sa recherche d'emploi? Alors effectivement, quand on débute comme ça dans la recherche d'un emploi, y compris un emploi saisonnier, ce qu'il faut peut-être mobiliser en premier lieu, justement, c'est le réseau. Alors le mobiliser et le développer, parce que parfois on en est effectivement on entame là nos premiers pas en matière de recherche d'emploi, donc le réseau n'est pas forcément constitué. Il faut mobiliser tout ce qui est réseaux sociaux, notamment Facebook par exemple, diffuse sous certaines pages des informations liées au recrutement estivaux. Il faut solliciter tous ces réseaux-là, qui soient réseaux sociaux, mais aussi réseau personnel, réseau parental, réseau amical. On peut avoir des amis dont les parents travaillent dans une entreprise. Peut-être que lever ce levier-là aussi permet de saisir les opportunités. Donc il faut multiplier, on va dire, les pistes et se rendre visible surtout. Je pense que c'est ça l'important, c'est de rendre sa candidature visible. Oui, et on évoque le terme de réseau qui peut être peut-être un peu qui a une image ou peut-être une vision qui n'est pas encore très claire de la part des jeunes. On peut très bien imaginer qu'en fait c'est parler de ça à sa tante, à son oncle, à ses grands-parents, à ses cousins, aux voisins, etc. Et leur dire moi j'aimerais bien travailler cet été. Est-ce que tu as une piste? Est-ce que tu aurais des besoins parce que je sais pas, tu travailles dans telle ou telle structure et je sais que des fois vous prenez des étudiants ou des jeunes. C'est faire part de sa candidature, mais par un autre biais que le CV et lettre de motivation, mais plutôt à l'oral et de se dire voilà, moi je suis disponible. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire justement pour travailler? Et on parlait des petits travaux également, Karine. C'est vrai que mobiliser son entourage, ça peut être une clé pour décrocher des petites opportunités comme celle-ci. Oui, pour élargir, même beaucoup de jeunes pratiquent des activités sportives ou des activités de loisirs socioculturels. Donc c'est important d'en parler aussi aux encadrants de ces activités parce que eux vous connaissent. Ils connaissent par exemple par votre pratique sportive votre rigueur, votre dynamisme, votre capacité à respecter des objectifs, à challenger. Et donc si vous leur faites part de votre recherche de job, peut-être que eux, dans leur entourage professionnel ou personnel, entendront parler d'opportunités pour l'été et peut-être que du coup, ils reviendront vers vous en vous disant tiens, tu m'avais dit que tu cherchais un job pour cet été, j'ai entendu ou je sais que telle personne recherche, vas-y, c'est sans doute une bonne piste pour toi. Donc, faut pas hésiter à activer l'ensemble des réseaux. C'est vrai que c'est un terme qui peut paraître un peu particulier quand on a 16 ou 17 ans, mais c'est l'ensemble des personnes qui constituent votre entourage personnel, amical, professionnel, familial, qui peuvent vous donner peut-être des opportunités grâce à cette communication vers l'extérieur que vous êtes en situation de recherche. Oui, c'est la partie un petit peu recommandée, je trouve, qui est intéressante et d'appuyer sur le fait qu'on vous connaît.
et on connaît votre personnalité, on vous appelle au savoir-être, et ben oui, justement, on peut être un peu coopté, hein, dire moi je connais cette personne, je sais qu'elle est motivée, et moi j'ai entendu parler d'une offre d'emploi, et en fait c'est faire la connexion entre les deux. Et c'est ça peut-être la notion de réseau, c'est de faire l'interconnexion entre ces différents éléments, et par les connaissances. Alors on parlait du sport, une implication dans une association, ou en fait si on réfléchit bien, parce que peut-être une question qu'on peut se dire, mais moi j'ai pas de réseau, je connais personne qui travaille. On imagine tout de suite qu'avoir du réseau, c'est connaître le président d'une grande entreprise ou autre, alors qu'en fait c'est plutôt, on dit voilà, c'est faire des interconnexions, et le réseau on en a tous parce que on a des relations sociales, parce qu'on a des amis, parce que on a des voisins, et c'est eux qu'il faut mobiliser, démultiplier, et démultiplier peut-être les points de contact. Plus on les a et plus on a justement cette capacité à rendre visible, on l'évoquait tout à l'heure, justement notre proposition et notre candidature. Et cet aspect-là, il prend peut-être un peu plus d'importance encore quand on a moins de 18 ans, parce qu'effectivement qu'on puisse être, entre guillemets, validé ou appuyé par quelqu'un que l'on connaît. Alors, effectivement, on évoquait la famille ou même le petit commerçant du coin chez qui on se rend régulièrement et on lui fait part de notre recherche. Le fait qu'on puisse être appuyé par une personne, quand on a moins de 18 ans, ça prend d'autant plus d'importance. Et puis, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que là, on évoquait par exemple les offres qui sont diffusées dans le cadre du salon en ligne Job d'été. Oui. Mais vous qui cherchez, il faut avoir aussi à l'esprit qu'il y a une grande partie du marché du travail, y compris du marché du travail pour les besoins d'été, qui est caché, entre guillemets. Et les employeurs ne diffusent pas forcément l'offre, et pour autant, le besoin, il est là. Donc, en sollicitant ce réseau-là, effectivement, vous élargissez votre panel d'entreprises pouvant vous recruter. Oui, c'est important d'avoir cette notion-là. Il y a les offres d'un côté, et puis il y a aussi des opportunités qui peuvent être générées parce qu'on sait qu'une personne y a travaillé ou parce qu'on fait une candidature spontanée. La notion de proximité, elle est importante et elle est intéressante. Enfin, je vais rebondir sur un cas dans mon entourage, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas de mobilité et qui en fait a candidaté auprès des entreprises autour de chez elle dans un rayon de 4 km parce que c'était le rayon qu'elle pouvait effectuer de par ses moyens de locomotion. Et déjà de faire ça, alors sur le rayon de 4 km, ça permet de cartographier l'ensemble des entreprises, puis après d'envoyer sa candidature, et sait-on jamais, à un moment donné, ça se déclenche, et dans ce cas-là, ça avait fonctionné sur de la manutention parce que l'entreprise, sur un temps donné, avait un besoin spécifique. Donc oui, alors pour résumer très rapidement sur quelques points, c'est ne pas se mettre de barrières par rapport aux offres et penser qu'elles sont inaccessibles. C'est jouer sur la proximité de justement contrainte entre guillemets par la mobilité. En tout cas, c'est de bien connaître son champ d'action et son rayon de mobilité. Et puis, parler de soi et de sa candidature et de son souhait de travailler à son réseau, et on va redéfinir le réseau, les amis, les professionnels autour de soi, les personnes avec qui on fait du sport, avec nos voisins, etc. Et ça, c'est déjà quelques leviers qui sont, je ne vais pas dire suffisants, mais déjà une bonne partie du travail qui est engagé. Alors, je voulais évoquer aussi avec vous, on a évoqué les secteurs qui recrutaient, bien sûr plus spécifiquement sur l'animation, les petits travaux. Au-delà du job, si on essaye d'imaginer pourquoi les jeunes mineurs cherchent à travailler l'été, bien souvent, alors c'est pour gagner un petit peu d'argent, mais c'est aussi pour occuper cet été, pour développer une expérience. Il y a d'autres moyens qui existent aussi, au-delà du travail, justement, pour développer ces expériences. Moi, j'avais noté les chantiers de jeunes bénévoles qui peuvent être aussi des alternatives pour occuper, entre guillemets, son été, mais de manière un peu différente. Tout à fait, c'est une bonne alternative. En fait, les chantiers de jeunes bénévoles consistent à exercer une mission sur un chantier qui peut avoir plusieurs objectifs. Ça peut avoir un intérêt environnemental, ça peut avoir un intérêt de protection du patrimoine, ça peut être un chantier de fouilles archéologiques. Donc, il en existe un petit peu partout en France.
Je ne vais pas parler de la possibilité éventuellement de les faire à l'étranger parce que cette année, pour l'instant, les choses sont un peu contraintes en termes de mobilité internationale. Et puis, pour les mineurs, c'est quelquefois plus compliqué de partir à l'étranger sur cette période d'été en chantier. Mais sachez qu'il existe des chantiers qui accueillent des jeunes dès 16 ans et qui peuvent être très utiles pour occuper son été, comme le disait Samuel, mais ça peut être aussi l'occasion d'une première expérience d'autonomie quelque part, hein, loin de sa famille. Ça peut permettre d'en apprendre sur soi, ça peut permettre de rencontrer des jeunes venant de différentes régions et de voir aussi un peu la réalité de ce qu'ils vivent aussi de leur côté. Et puis, ça peut permettre de mêler aussi un intérêt pour le contenu du chantier à proprement parler, la sauvegarde de l'environnement, la sauvegarde du patrimoine bâti ou de découvrir ce qui a pu exister dans le passé par le biais des fouilles archéologiques. Et ce qui est intéressant aussi sur ce type de choses, c'est que le bénévolat, ça reste aussi un moyen de développer vos compétences. C'est-à-dire que, alors, ça vous occupe l'été, il n'y a peut-être pas l'aspect rémunération comme on aurait pu l'avoir dans un emploi. Par contre, sur du moyen terme, ça vous permet de développer des compétences, par exemple le fait de travailler en équipe, notamment, et ces compétences-là, elles vont vous permettre dans vos futures démarches. Donc l'été suivant, vous pourrez faire valoir les compétences acquises en chantier en faisant du bénévolat. Et ça, c'est aussi très intéressant. Ça vous permet, à moyen terme, d'étoffer votre candidature pour être l'été suivant ou même dans le cadre de recherche de travail postérieur, d'avoir une candidature plus étoffée, plus enrichie. Donc, ça a un double intérêt. Parce que comme le disait Nicolas, au-delà des chantiers de jeunes bénévoles, on peut aussi faire du bénévolat de proximité, proche de chez soi, sans forcément se déplacer sur le lieu d'un chantier. Et les thématiques de bénévolat sont du coup beaucoup plus larges. Il y a des choses qui peuvent être liées aussi à la culture, à la solidarité. Et comme le disait Nicolas, ça peut être l'occasion de développer tout un tas de compétences et de savoir-être qu'il va être possible de valoriser ensuite sur vos outils de candidature, un CV et lettre de motivation, et ensuite à l'occasion d'un entretien futur. On parlait de la possibilité de le valoriser à l'occasion des grandes vacances d'été, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quelquefois sur d'autres périodes de vacances, il y a aussi des besoins de recrutement occasionnels. Et puis pour certains d'entre vous, il y aura le souhait aussi de pouvoir travailler en extra sur des week-ends ou des choses comme ça. Donc toutes ces petites expériences-là cumulées font que vous augmenterez votre confiance en vous, parce que vous aurez déjà eu quelques expériences qui vous permettront de mieux vous connaître et de mieux savoir comment vous vous situez aussi dans une relation de travail. Et puis, ça va vous permettre d'ajouter des éléments sur votre CV pour le compléter et le mettre encore plus en valeur. Oui, c'est intéressant, je pensais à ça quand tu l'évoquais, c'est un peu l'été des petites expériences, parce qu'on peut imaginer que sur les 2 mois, on pourrait très bien faire une semaine sur un chantier de bénévoles, une semaine de bénévolat dans une association à proximité, on peut avoir fait 3-4 fois la tonte des pelouses chez les voisins sur des petits emplois, avoir testé de faire des candidatures et pourquoi pas décrocher un job à un moment donné, ou un job agricole. En fait, c'est la possibilité de démultiplier ces expériences, parce qu'on sait que on a passé une année scolaire complète et peut-être qu'on souhaite un peu souffler aussi, et que les mineurs ne souhaitent pas forcément s'investir sur du 1er juillet au 31 août, mais de démultiplier ces petites expériences fait que on passe d'un CV avant l'été où on se dit je ne sais pas quoi mettre dedans, etc., à une démultiplication des expériences qui sont hyper formatrices pour le profil du jeune, pour remplir le CV, mais de manière concrète, avec ces expériences et puis ces savoir-être sur ce qu'on peut découvrir de soi. C'est peut-être l'opportunité où où l'autonomie est à gagner et qu'on est encore chez ses parents et donc pas dans la nécessité pour subvenir à une vie étudiante ou autre de justement prendre un emploi à tout prix. Ça c'est plutôt... Oui.
Peut-être pour compléter justement, comme on parlait un peu de CV, du fait de pouvoir alimenter avec ses expériences son futur CV, moi je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent mais voilà, j'ai 16 ans, j'ai eu aucune expérience de stage, j'ai eu aucune expérience d'emploi, qu'est-ce que je peux mettre dans mon CV, qu'est-ce que je peux valoriser? Donc, je pense que là-dessus, il y a la possibilité de travailler sur ce qu'on sait faire ou ce que l'on est grâce justement à ses activités personnelles, ses activités de loisirs sportifs, culturels, ce que je disais tout à l'heure, quand on est membre d'une association ou quand on participe au club photo, je ne sais pas, de son lycée, ou on est peut-être délégué de sa classe. Il y a tout un tas d'éléments qui constituent sa vie personnelle, sa vie sociale, qu'on peut, sur le CV, réussir à valoriser. Je vais donner un exemple. Un jeune qui a une pratique sportive, je ne sais pas, qui fait du basket depuis 5 ans dans un club, il peut réussir à valoriser cette expérience-là par des compétences ou des savoir-être qui vont pouvoir être utiles pour l'entreprise. On va pouvoir se dire, par exemple, que quelqu'un qui est engagé dans une association sportive pour un sport collectif, il a l'esprit d'équipe, qu'il est persévérant, ça fait 5 ans qu'il pratique la même activité, qu'il a le sens du respect des règles. Quand on pratique une activité sportive collective, on est obligé de se plier à des règles, sinon ça ne peut pas fonctionner. Il y a tout un tas de petits éléments qui, à partir d'une expérience comme celle-ci, peuvent être utilisés pour enrichir son CV. Donc, en effet, la rubrique où d'habitude on indique ses expériences, elle va être moins étoffée qu'un jeune qui a déjà eu quelques expériences ou de stage ou de job. Mais à côté de ça, on peut mettre en avant une rubrique plutôt sur les savoir-être et les savoir-faire qui vont permettre à l'employeur d'imaginer quelle personnalité a le jeune candidat. Ce qu'il faut se dire, ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est que sur beaucoup de jobs d'été, l'employeur, il n'attend pas des compétences très fines et très spécialisées. Il va attendre des personnalités. En gros, lui, ce qu'il va vouloir voir dans les outils de candidature, c'est est-ce que ce jeune, il va pouvoir rentrer dans mon collectif, dans mon équipe par rapport à l'activité? Est-ce qu'il va réussir à s'engager par rapport à de la ponctualité, par rapport à des respects des règles de sécurité, par exemple dans certains types d'emplois? Est-ce qu'il va pouvoir supporter une charge physique? Parce que par exemple, l'emploi nécessite d'être endurant ou pas. Par ces expériences justement d'activités sportives ou d'activités associatives, on peut faire ressortir des caractéristiques de personnalité qui vont peut-être correspondre au poste. Donc, il ne faut pas s'inquiéter du fait de ne pas avoir eu d'expérience. L'employeur le sait. Si vous avez 17 ou 16 ans et que vous candidatez, il le sait que vous n'allez pas avoir eu 10 jobs, 15 stages, voilà, ça il le sait. Mais dans les outils de candidature, il faut réussir à faire transparaître quelle est votre personnalité et votre capacité d'engagement dans un travail. Et c'est ce qu'il faut mettre, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est ce qu'il faut mettre en premier lieu sur le CV. Vos savoir-être, vos savoir-faire, vos compétences, c'est ce qu'il faut faire figurer en premier lieu dès lors que vous êtes sur comme ça, une recherche d'emploi saisonnier. Les employeurs nous le disent régulièrement quand on construit avec eux ce genre d'événement. Ce qu'ils recherchent, effectivement, c'est des personnalités. C'est quelqu'un qui va savoir s'intégrer dans leur équipe, c'est quelqu'un qui va être ponctuel, c'est quelqu'un qui va être agréable dans son travail, qui va savoir parfois faire preuve d'autonomie ou va savoir s'adapter. Voilà. Les employeurs ne recherchent pas des spécificités, une technicité très fine. Ils sont vraiment à cette période-là du recrutement sur des personnalités. Donc ce qui vous démarque du candidat d'à côté, en fait. C'est ce qu'il faut valoriser sur vos CV. Mais c'est important de faire ce rappel autour de la candidature qui doit être une des peurs ou craintes principales chez les jeunes mineurs et pas que. Quand on est sur la recherche d'un premier emploi, c'est un petit peu la peur de la feuille blanche, donc il ne faut pas en avoir. On a tous, toutes et tous, des expériences à valoriser. C'est important de remettre ce contexte de j'apporte des compétences et des savoir-être à un employeur qui est plutôt à la recherche de ça et pas d'expérience particulière puisque c'est pas ce qu'il recherche dans le profil qu'il cherche à recruter.
Je voulais rebondir aussi sur quelques alternatives. On a évoqué les chantiers de jeunes bénévoles, on a évoqué le bénévolat de manière très très large. Moi j'avais noté que, alors c'est toujours dans si ça se fait, mais quand les festivals de musique, on peut très bien se proposer en tant que bénévole, on peut faire le lien justement avec ces activités-là. Donc l'été, c'est aussi cette possibilité-là hein, pour tenir un stand, pour distribuer des flyers. J'avais également noté la partie service civique. Alors, le service civique, ça va être un petit peu spécifique puisque les missions vont être un peu plus longues, même s'il en existe des courtes, mais ce sont des missions qui sont accessibles à partir de 16 ans. Si Karine, tu veux développer un peu autour de... Oui, le service civique, donc c'est un dispositif de l'État français qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager sur des missions d'intérêt général, normalement sur une durée de 6 mois minimum, mais ça peut être jusqu'à 12 mois maximum. L'idée, c'est d'être sur des missions d'intérêt général proposées par des structures qui sont labellisées pour accueillir des jeunes en service civique. Donc ce sont des structures d'État, des structures publiques, mais ça peut être aussi des collectivités locales, conseils départementaux, mairies, communautés de communes, conseils régionaux. Ça peut être aussi des structures publiques, Pôle emploi, CAF, voilà, tout un tas de structures qui ont une mission de service public. Et puis ça peut être réalisé également auprès d'associations. Et il existe 9 thématiques d'intervention autour du service civique. Je vais en oublier, donc je m'en excuse, mais ça peut être des choses liées à la solidarité, à la culture, au sport, à l'environnement, aux liens intergénérationnels. Il y a tout un tas de propositions de missions, mais c'est vrai qu'en général, ça engage sur une durée plus longue que la période d'été. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un service civique, on ne peut en faire qu'un. Donc l'intérêt, c'est de choisir quel est le bon moment dans son parcours de vie et quelle est la bonne thématique de mission avant de s'engager, de façon à ce que ça soit vraiment bénéfique pour soi et pour l'engagement qu'on a envie de faire pour l'intérêt général. En complément du service civique, ce qui pourrait être adapté aux jeunes de 16 à 18 ans, c'est ce qui va concerner les missions d'intérêt général dans le cadre du SNU. Donc le SNU, c'est un autre dispositif de l'État français qui concerne les jeunes et donc certains parmi vous peut-être vont vouloir candidater. Vous avez jusqu'au 30 avril pour pouvoir candidater. Et dans le cadre de ce... Voilà, donc c'est l'occasion d'en reparler. Donc SNU, Service National Universel. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir 3 phases dans cet engagement de SNU. Le séjour de cohésion qui aura lieu fin juin, début juillet, sur 2 semaines, dont l'objectif est de mêler des jeunes de toutes conditions sociales, de façon à leur faire découvrir les questions de sécurité nationale, mais aussi de mémoire, de citoyenneté, et de leur donner tout un tas d'éléments de vie en société, d'informations autour des premiers secours, sur voilà, tout un tas de sujets. Donc pendant 2 semaines, en collectivité et pas à leur domicile, hein, donc avec un principe d'internat. Et dans le cadre de ces SNU, une fois la phase de cohésion terminée, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des missions d'intérêt général, des MIG. Donc ces missions d'intérêt général, elles doivent durer 84 heures et donc c'est la possibilité de le faire en continu pendant 84 heures à la suite, auprès, un peu comme le service civique, de structures qui sont soit d'État, soit des collectivités, soit des associations ou des entreprises ou services publics, soit de le faire de manière perlée. Ça peut être par exemple un certain nombre de week-ends pendant l'année qui suit le séjour de cohésion. Et la 3e phase possible du SNU, ça c'est facultatif, alors que les 2 premières sont obligatoires. La phase facultative, c'est la possibilité de s'engager sur un service civique pour compléter justement le dispositif du SNU. Donc ça, c'est une autre alternative qui peut intéresser certains jeunes. C'est l'occasion de rencontrer des jeunes de son âge. Pour 2021, le recrutement va être régionalisé, donc il y a moins de mixité géographique. Mais peut-être que pour les années prochaines, on va revenir à une plus grande mixité géographique au niveau national. Mais ça peut permettre justement d'avoir une expérience avec d'autres jeunes de son âge qui vivent peut-être des choses différentes de vous. Ça permet de se confronter aussi à la réalité peut-être de la situation d'autres jeunes.
Et ça permet aussi de faire cohésion et de découvrir plein de nouvelles choses. Donc autant d'expériences aussi, comme on va revenir aux outils de candidature, qu'on peut valoriser justement sur un CV ou à l'occasion d'un entretien avec un employeur. Au final, on a balayé un ensemble de possibilités au-delà du travail, puisque effectivement, on était bien sur la webconférence travailler avant 18 ans, mais il était primordial d'évoquer l'ensemble des possibilités qui élargissent le champ des possibles, qui vont permettre de cumuler des expériences, de vivre justement ce renfort des savoir-être ou cette découverte de ses propres savoir-être. C'est extrêmement important. Donc on espère qu'on vous a donné là une vision d'ensemble la plus large possible de tout ce qui est possible de faire sur le travail, sur d'autres possibilités d'engagement, de bénévolat. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout noter, il ne faut pas hésiter. Cette webconférence, elle est enregistrée et elle sera rediffusée sur nos réseaux sociaux, donc Crèche Normandie, sur notre page Facebook et sur YouTube. Donc il ne faut pas hésiter à retourner voir, mais voilà, vous pouvez retrouver ces informations-là ici, avec ce panel extrêmement large. Vous souhaitez ajouter quelque chose, Karine ? Ouais, moi j'ajouterais d'autres types d'expériences. Il y a pas mal de collectivités, des mairies souvent ou des communautés de communes qui mettent en place sur la période d'été des chantiers souvent qu'ils appellent argent de poche ou voilà. Ça peut avoir différentes appellations, mais le principe est souvent le même. L'idée c'est quelquefois de faire participer des jeunes justement mineurs. Parce que quelquefois c'est difficile de réussir à trouver d'autres activités sur la période d'été, de les faire participer à un chantier local. Ça peut être le fait de remettre en état le local ado de la commune, ça peut être le fait de participer à un chantier qui va permettre la remise en état d'un chantier de randonnée qui passe sur le territoire. Voilà, ça peut avoir plusieurs objectifs. Et en contrepartie, cette mairie ou cette communauté de communes, une fois que le jeune aura participé, par exemple, 3 matinées sur une semaine ou quelque chose comme ça, de fournir un petit pécule. Donc, c'est pas un emploi dans le sens où il n'y a pas une relation de travail, il n'y a pas de contrat de travail, mais ça peut être une activité où on éprouve aussi sa capacité à faire certaines activités. Et puis, en contrepartie, il peut y avoir un petit pécule ou un petit avantage pour le jeune. Donc ça peut être une autre expérience complémentaire qui existe. Donc, c'est pas proposé partout, mais n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou de votre communauté de communes par le biais de leur site internet ou de leur service d'information, leur accueil, pour savoir si ce type de proposition peut être fait. C'est souvent le service jeunesse de ces collectivités qui organisent ce genre d'activité. Et là encore, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une expérience supplémentaire qui permet d'apprendre à se connaître et aussi à enrichir son CV. Et puis une dernière activité dont on peut parler, qui existe, mais c'est pareil, elle est peu répandue, mais il en existe quelques-unes sur le territoire, c'est ce qu'on appelle les coopératives jeunesse de service, CJS. Elles ne sont pas systématiquement renouvelées d'une année sur l'autre sur les territoires, mais n'hésitez pas à vous renseigner aussi. C'est la possibilité, accompagnée par un animateur, de créer avec un groupe de jeunes, en général entre 16 et 18 ans, une sorte de mini-entreprise. Et sur la période d'été, vous allez être accompagné pour créer cette mini-entreprise qui va proposer un service sur le territoire local. Donc là, il n'y a pas de question de mobilité ou de choses comme ça. C'est aussi avec l'idée de rayonner sur un périmètre local. Et dans ce cadre-là, comme vous êtes accompagné à cette création d'entreprise, avec ce groupe de jeunes, vous allez être sensibilisés aux différents rôles à l'intérieur d'une entreprise, la comptabilité, le management, la dimension commerciale, la relation clientèle, le service après-vente, enfin voilà, toutes les fonctions qu'on peut trouver dans une entreprise. Et vous allez être amenés à aller sur le terrain, réaliser les missions de cette entreprise. Donc c'est aussi une sensibilisation quelque part au fonctionnement de l'entreprise. Là, une entreprise à vocation commerciale. Et à la fin de cette CJS, les bénéfices qui auront été collectés par la CJS sont répartis entre les différents jeunes qui y auront participé. Donc ça peut être aussi une forme d'éducation aussi au fonctionnement de l'entreprise et une ligne de plus sur son CV. Et puis ça peut vous donner des créations par la suite. Ouais.
Oui, c'est comme on dit, hein, le pied à l'étrier sur certains fonctionnements comme peuvent faire les CJS. Donc là, il faut peut-être se renseigner. Alors pour le précédent, ce qu'on va appeler plutôt les chantiers. Alors, moi, c'est comme ça que j'avais cette notion en tête. Les chantiers, c'est les services jeunesse, c'est le centre de loisirs. Peut-être que vous fréquentez depuis un certain temps et c'est de dire à l'animateur, moi, je veux travailler. Et s'ils mettent en place des chantiers souvent, ce sont des personnes qui vont travailler ensemble. Et puis sur les CJS, hein, je pense que si on tape CJS et puis le nom, je sais qu'il en existe, elles sont locales, départementales, comment on peut les retrouver? Souvent elles sont locales, justement elles sont implantées sur un territoire, soit une commune, soit une intercom, justement pour la question de la mobilité ne soit pas une difficulté. Et il faut qu'elle soit portée par des acteurs locaux. Et il y a un site spécifique qui existe. Ouais, il y a un site spécifique qui existe pour les identifier, qui est www.coopérer.coop. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Je vais regarder en même temps et ça nous permettra de l'ajouter justement dans la description de la vidéo que vous allez pouvoir voir en replay. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment, hein, entre guillemets, de les poser. On arrive vers la fin de cette web conférence. On a essayé d'être le plus exhaustif possible par rapport aux possibilités qui vous sont proposées, aux freins que vous pouvez, aux questions en tout cas que ça pouvait soulever, aux freins que vous pouvez imaginer et essayer de les lever avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Sinon, si jamais elle venait plus tard, parce que voilà, vous avez vu cette webconférence en replay, il ne faut pas hésiter à nous les poser directement sur les réseaux sociaux, directement via Messenger. Sachez aussi, et je pense à ça, que tous les outils de Pôle emploi vous sont accessibles. Il n'y a pas besoin d'être demandeur d'emploi pour accéder à ces outils, que ce soit pour la création de vos outils de candidature, de la préparation aux entretiens et du moteur de recherche d'emploi de Pôle emploi, justement avec les secteurs de travail qu'on a pu évoquer au début de cette vidéo. Hein. Je ne me trompe pas si je dis ça, Nicolas? Non, c'est tout à fait ça. Et puis notamment pour vous accompagner, par exemple pour la rédaction de CV ou de lettres de motivation, on a au niveau de Pôle emploi le site Emploi Store. Et sur ce site qui est une sorte de concentrateur d'applications divers et variés, on a notamment des sites qui permettent de vous accompagner à la création de CV, notamment CV Designer, ce qui vous permet de mettre en forme vos expériences, mettre en forme vos compétences et vos savoir-faire et vos savoir-être et de les valoriser. Donc n'hésitez pas à aller sur ces sites, sur l'Emploi Store et sur CV Designer par exemple, pour vous aider à préparer vos CV. Et vous y retrouverez aussi d'autres sites, notamment les sites vous permettant de faire des petits questionnaires de personnalité, justement pour déceler les compétences que vous pouvez détenir, parce qu'il n'est pas toujours évident de les identifier. Et donc, il y a des applications sur l'Emploi Store qui permettent, via un petit test de personnalité, d'identifier vos compétences et vos savoir-être et de les valoriser par la suite. Une boîte à outils plutôt complète qu'il faut mettre en favori sur son navigateur ou sur son téléphone, sur lequel on peut accéder et revenir très régulièrement, je pense, tout au long de son parcours. Il ne faut pas hésiter à s'en saisir. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Oui, Karine. Moi, je pense en fait que c'est important de faire quelques rappels aussi concernant la réglementation, parce qu'en fait, pour beaucoup de nos auditeurs, ça va peut-être être leur première expérience de travail cet été. Et je pense qu'il est important de leur rappeler certaines choses en termes de droit et de réglementation. Donc, à savoir que travail égale contrat de travail. Donc, c'est-à-dire que, quel que soit votre âge, si un employeur vous recrute, il doit vous faire signer un contrat de travail. Si vous êtes mineur, c'est votre responsable légal, donc vos parents en général, qui vont signer pour vous, mais il doit forcément y avoir un contrat de travail, sinon ce n'est pas légal. Voilà. Et donc, du coup, ne pas être dans la légalité, c'est vous exposer, vous, en cas de difficulté, à savoir des difficultés peut-être à vous faire payer par rapport au travail que vous avez réalisé, par rapport au respect des autres règles du droit du travail. S'il n'y a pas de contrat qui vous lie à l'employeur, c'est risqué.
notamment si vous vous blessez, si vous êtes malade. Voilà, c'est tout un tas de choses qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc, travail, même pour les mineurs, égale contrat de travail. Ça, c'est absolument indispensable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cadre du droit du travail, si vous êtes mineur, il y a des règles complémentaires concernant les durées de travail, les temps de pause qui doivent vous être accordés sur les durées maximales de travail et qui sont spécifiques selon que vous avez 14, 15 ans, 16, 17 ans ou à partir de 18 ans. Et donc, ça, ce sont des choses importantes aussi à avoir à l'esprit. Par exemple, quand on a 16 ou 17 ans, vous ne pouvez pas travailler plus de 8 heures par jour, vous ne pouvez pas travailler plus de 35 heures par semaine. Donc ça, c'est quelque chose aussi important à avoir à l'esprit. L'idée du législateur aussi, c'est de protéger la santé des jeunes mineurs qui sont encore en cours de croissance. Et donc, du coup, il faut leur permettre de pouvoir avoir un rythme de vie et de travail qui correspond aussi à leur âge. Il y a des choses aussi particulières concernant les durées de repos, le fait de ne pas pouvoir travailler de nuit, donc c'est-à-dire entre 22h et 6h. Ça aussi, ça peut être important à savoir en termes de droit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que qui dit travail égale rémunération. Moi, je rencontre aussi beaucoup de jeunes qui ne savent pas trop ce que c'est que le salaire brut, le salaire net. En fait, en gros, quelle est la somme qu'ils auront dans leur poche à la fin de leur mois de travail. Donc, le salaire brut, c'est le salaire qui est souvent annoncé par l'employeur, mais ça ne correspond pas à ce que vous aurez dans votre poche ou sur votre compte en banque à la fin du mois de travail. Le salaire que vous aurez, c'est ce qu'on appelle le salaire net, c'est-à-dire le salaire brut auquel on enlève les cotisations sociales que l'employeur doit pour votre travail. En général, on considère que le salaire net, c'est à peu près 78% du salaire brut. Il existe un simulateur qui vous permet d'identifier quel est le salaire que vous pourriez percevoir. Et donc, on le mettra aussi dans les liens à la fin de la vidéo. Mais sur un site gouvernemental, vous pouvez voir justement quel est le salaire net que vous toucherez effectivement. Voilà. Je pense que ces petits rappels, ça pouvait permettre de donner quelques éléments aux jeunes qui nous écoutent et pour qui ce sera sans doute la première expérience. Puis, je vais on n'est pas forcément habitué. Qui dit fin de contrat de travail dit aussi attestation de fin de contrat de travail. Oui. Donc, quand vous aurez fini votre contrat de travail, l'employeur doit vous remettre une attestation qui permettra éventuellement derrière d'ouvrir des droits. Donc voilà, c'est aussi des documents liés à la fin du contrat de travail que l'employeur doit vous remettre. Donc l'attestation destinée à Pôle emploi, mais aussi un certificat de travail. Donc tout ça, il faut y prêter attention, effectivement, quand on signe le contrat, mais quand on le termine aussi. C'est important parce que tous les employeurs ne pensent pas forcément et des fois il faut la demander. En tout cas, il ne faut pas oublier de demander ce document au terme de son contrat. C'est important aussi de faire un rappel de l'ensemble des droits et obligations qui entourent le monde du travail. On le disait, hein, c'est la bien souvent première expérience, même si dans 90-95% des cas, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. On peut tomber sur des personnes qui sont malveillantes ou peut-être mal renseignées et qui du coup pourraient induire en erreur vous sur votre première expérience de travail. Donc il faut bien avoir en tête, hein, en tout cas tous ces éléments-là pour savoir aussi à quoi s'attendre et être le mieux informé sur cette thématique que vous découvrez aussi au fil de l'eau. Bien, si je vais me tourner, savoir pas de questions pour le moment. On dit qu'il n'y a pas de questions. Il ne sera pas trop tard pour le faire hein, à la suite de cette conférence, donc n'hésitez pas. En tout cas, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Merci à vous deux, merci Nicolas, merci Karine pour les apports d'informations techniques et pratiques que vous avez pu apporter pendant cette webconférence. Il reste encore une journée pour candidater sur le salon en ligne et puis ensuite se tourner peut-être sur le site de Pôle emploi dans la recherche sur les secteurs qui intéressent et puis également sur le site du CRIJ Normandie. Donc pas hésiter à se retourner vers ces sites-là si jamais c'est en quête d'offres ou d'informations plus globales sur le travail. Merci à vous deux. Je vous souhaite
une bonne fin de journée. Merci à vous tous de votre suivi de cette webconférence et puis bonne continuation dans votre recherche d'emploi. Merci et bonne chance à tous.